Hello tout le monde, alors en ce début d'année j'ai pas mal de rendez-vous médicaux et comme d'habitude je vous partage tout de ce qu'il en est. Alors déjà pour commencer, aujourd'hui j'ai eu rendez-vous avec le docteur du sommeil. Donc je vous avais expliqué dans une des vidéos précédentes qu'il m'avait dit de re-remplir l'agenda du sommeil et en fonction de ce que ça donnait, il prévoirait soit de me mettre sous traitement, soit de programmer une hospitalisation pour refaire des examens du sommeil. Donc j'ai rempli dans l'agenda du sommeil à chaque fois que je dormais. Je lui ai montré ce que ça donnait aujourd'hui. Il était du coup assez choqué de mon nombre d'heures de sommeil. Suite à ça, il m'a dit que forcément je souffre d'hypersomnie. En fait c'est fou mais je viens de réaliser quelque chose. Vous savez, l'hypersomnie elle est présente encore une fois depuis des années. Mais il y a quand même eu une période de ma vie où je souffrais d'insomnie. Je sais pas si vous vous souvenez, à un moment même dans mes vidéos, je vous avais dit que le médecin m'avait mis sous mélatonine, etc. Au final, j'aurais préféré rester dans cette petite période d'insomnie que de là avoir de l'hypersomnie qui bouffe littéralement toutes mes journées, là, voire toute ma vie à force. Bon, du coup, ce qui fait qu'il m'a prescrit un traitement qui est fait spécialement pour maintenir éveillé. Donc, c'est utilisé chez les personnes qui souffrent de narcolepsie. De base, il allait me mettre sous un autre traitement qui est beaucoup plus fort, mais il m'a dit qu'en vue des effets secondaires, il voulait pas que ça aggrave ma gastroparésie, alors il m'essaie ce traitement qui normalement n'est pas connu pour avoir des effets secondaires aussi intenses que celui-là qu'il voulait me mettre de base. De toute façon, je vous expliquerai tout ça plus en détail lorsque j'aurai le médicament. Là, on est le week-end, donc j'irai le chercher en pharmacie la semaine prochaine. Donc il m'a dit que j'essaie ça pendant 15 jours et au moindre effet secondaire, j'arrête direct le traitement et je prends rendez-vous plus tôt avec lui. Et ça c'est super parce que moi, vous voyez, ce docteur, il veut vraiment pas que les choses s'aggravent. Surtout que dans mon cas, j'ai tendance à très mal supporter les médicaments. J'ai très souvent des effets secondaires, donc là c'est super que lui prenne en compte ça. Souvent quand j'avais des traitements et que j'avais des effets secondaires, les médecins ils me disaient c'est rien, ça va passer, tu continues à le prendre, alors qu'à côté ça faisait plus de problèmes que de solutions. Donc j'espère vraiment qu'avec ça, je pourrai faire au moins une semaine sans avoir de sieste et avoir juste des nuits de sommeil, quoi. Je vous l'ai certainement déjà dit, mais j'ai jamais fait une semaine sans dormir excessivement. Bon, après, il arrive qu'il y ait des jours où j'arrive à ne pas dormir de la journée, mais après, les jours d'après, je dors littéralement H24. Donc bon, au moins comme ça, je pourrais être beaucoup plus productif et vous sortir beaucoup plus de vidéos et avancer sur plein de projets qui me bloquent à cause de la fatigue. Bref. Bon, comme vous pouvez le voir, j'enchaîne les rendez-vous médicaux. Donc aujourd'hui, j'ai eu rendez-vous par rapport à la maladie de Lyme. Vous vous souvenez, en 2021, j'avais eu rendez-vous avec un docteur qui m'avait prescrit une prise de sang qu'on ne m'avait jamais prescrit de ma vie. Donc c'est là où le docteur a fait une grosse prise de sang pour tout ce qui est bactériologique, infectiologie, etc. Puis suite à ça, on m'a diagnostiqué de la maladie de Lyme chronique et surtout d'une bartonellose chronique. Et il y a plein d'autres trucs qui ont été retrouvés. Bien évidemment, Lyme et ce genre de choses, c'est jamais là tout seul. Il y a forcément des co-infections. Donc c'est-à-dire t'es positif à plein d'autres bactéries, etc. Bon, après là ça a été tout un parcours pour vous résumer. Donc j'ai vu des médecins pour Lyme, personne ne pouvait rien pour moi. Le docteur même qui m'avait diagnostiqué ne pouvait rien pour moi. Au moins ils avaient eu l'honnêteté de me dire qu'ils pouvaient rien pour mon cas, que ça dépassait leurs compétences. Suite à ça, j'avais été aux États-Unis, je vous ai partagé tous mes soins aux États-Unis, etc. Aujourd'hui je suis partie voir ce médecin que j'avais pas revu donc depuis 2021 parce qu'elle pouvait rien pour moi. Et donc là je lui ai montré les résultats d'analyse que j'avais faites aux États-Unis. Donc il y a énormément de pages et du coup quand j'ai montré au médecin ces analyses des États-Unis, je vais reprendre des termes qu'elle a dit que c'est des analyses hyper balèzes, qu'en gros c'était un truc tellement sophistiqué et que ça allait au-delà de ses compétences, quoi. Au moins vous voyez, elle m'a dit honnêtement que elle s'y connaissait pas dans ces analyses. Il y a que quelqu'un d'extrêmement spécialisé qui peut m'interpréter les résultats et me dire ce qu'il en est. Vous voyez, ça j'aime bien, un docteur qui est honnête, un docteur que quand il voit qu'il peut pas, qu'il s'y connaît pas, il te le dit honnêtement. Elle m'a dit je vais pas te faire perdre ton temps par rapport à ça, je m'y connais pas. Et ça, mine de rien, c'est extrêmement rare dans le domaine médical. Alors, je mets pas tout le monde dans le même sac, mais la majeure partie des médecins que j'ai rencontrés, ils avaient toujours un énorme ego, et ce qui fait qu'ils ne voulaient jamais admettre que là, c'était pas pour eux, qu'ils s'y connaissaient pas, qu'ils n'y comprenaient rien, et ils préféraient souvent négliger le patient, ou dire mais c'est rien, c'est dans ta tête, machin, machin. Vous voyez, enfin, ils mettaient toujours la cause sur le patient ou sur d'autres choses, plutôt que d'admettre que c'était eux qui ne s'y connaissaient pas tout simplement. D'ailleurs, elle m'a demandé, ce docteur, qu'est-ce qu'ils en pensaient, mes médecins qui me suivent, par rapport à ma bartonellose, car pour rappel, la prise de sang montrait quand même une bartonellose très importante en moi. Je lui ai dit que mon médecin généraliste, elle s'en foutait complètement. Elle m'a fait oui mais ça c'est rien, ça explique pas si, c'est juste une trace que t'avais ça, mais c'est rien, ça veut rien dire. Alors quand même c'est pas rien. Et mon gastro-entérologue, il était en mode non, c'est pas mon problème avec la gastroparésie, ça se traite à part, machin. Bartonellose, quand on a ça, ça touche tous les organes comme Lyme. Donc forcément ça peut te provoquer plein de symptômes, que ce soit digestifs, bref, c'est les symptômes
symptômes peuvent varier. Mais en soi, il n'y a aucune étude qui a été faite pour prouver le lien entre Bartonella et la gastroparésie. Mais en soi, c'est quelque chose d'extrêmement concret de se dire que là, t'as des infections, donc forcément, ça peut provoquer la gastroparésie. Mais les médecins qui m'ont diagnostiqué, pour eux, c'est évident que c'est les bactéries qui ont provoqué les problèmes digestifs et tous mes autres symptômes que je rencontre d'ailleurs au fur et à mesure de ma vie. Les médecins ne voulaient rien savoir, il y en a même qui étaient en colère de voir que j'ai fait ce genre de prise de sang parce que je vous assure que c'est une énorme galère en France pour se faire prescrire une prise de sang pareille. Faut vraiment aller voir les spécialistes en Lyme, etc. Quand les docteurs ils le font, ils sont souvent radiés, vraiment radiés juste parce qu'ils t'ont diagnostiqué de Lyme. Faites-en l'expérience, allez demander à avoir un médecin quelconque, prescrivez-moi une prise de sang pour contrôler Lyme, la bartonellose, ils vont dire non. Ce serait bien si les médecins pouvaient tous coopérer parce que vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais vu un spécialiste pour Lyme qui disait qu'il voulait bien coopérer avec mon gastro-entérologue, etc. Mon gastro, il voulait pas mélanger ça avec ça. Pour lui, c'était deux choses à part. Alors que quand même, dans un corps humain, tout fonctionne ensemble. T'as jamais une maladie bien ciblée, telle chose peut mener à des autres symptômes et en fait, tout le corps est lié. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous voyez, elle, quand elle a vu ce que j'ai fait aux États-Unis, elle m'a dit que c'était dommage que je ne continue pas la thérapie là-bas parce que quand même, il y a tout ça qui a été commencé. On a trouvé des choses, ça commençait bien. C'est vrai que les soins aux États-Unis m'avaient fait beaucoup de bien. Elle, au moins, ce docteur, voyait les renseigner, surtout celle-ci connaît qu'aux États-Unis, ils traitent mieux Lyme, etc., etc. Elle me soutenait dans tout ça, etc. À aucun moment elle m'a jugée, à aucun moment elle m'a rabaissée. D'ailleurs, ce docteur, elle est tellement empathique, elle est tellement humaine. Encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais ça devient de plus en plus rare dans le domaine médical, qui te considère pas juste comme un numéro parmi un autre, et surtout qui cherche à comprendre, à t'aider, quoi. Tout ça, faire son métier de médecin, encore une fois. Ce docteur, elle a très bien compris pour les soins aux États-Unis, alors que je me souviens, à un moment, j'avais évoqué ça à un ou deux docteurs en France, ils m'ont tellement découragée, ils m'ont fait, mais les États-Unis, c'est pas mieux, leurs soins sont pas mieux qu'en France, tu sais, en France, on est les meilleurs, machin. Ils veulent pas admettre que peut-être ailleurs, c'est mieux pour certaines pathologies. Donc, suite à ces soins aux États-Unis, le docteur m'a represcrit une prise de sang à faire, le même type de prise de sang que j'avais eu au début, pour recontrôler et comparer avec la prise de sang que j'avais eue avant d'aller aux États-Unis. Et voir si, après la thérapie des États-Unis, eh ben, les choses ont changé, est-ce que il y a eu des améliorations. Mais je précise qu'elle m'a pas prescrit toute la prise de sang comme la dernière fois. Là, on va seulement contrôler tout ce qui était très très important en moi. En jetant un œil à la prise de sang, il me semble qu'elle a pas prescrit Lyme, mais par contre, elle a prescrit la bartonellose. Je précise juste par rapport à Lyme et la bartonella. Moi, dans ma prise de sang, ça montrait que j'étais positif à la maladie de Lyme. Quand tu analyses une infection des bactéries, ça te met deux marqueurs, qui sont les IgG et les IgM. Les IgG, tu es soit positif, soit négatif. Et en fait, quand tu es positif aux IgG, ça montre que tu as rencontré l'infection au cours de ta vie, une trace que ton corps, à un moment donné, il s'est battu contre cette infection. Et ensuite, les IgM, ça montre si cette infection, elle est toujours présente dans ton corps, donc si ton corps, il est toujours en train de se battre contre cette bactérie, voilà, ou si c'était vraiment juste une marque et ton corps a fait des anticorps par rapport à ça. Donc moi, pour Lyme, j'étais positif aux IgG, mais j'étais négatif aux IgM. Et c'est là où ça complique les choses avec la maladie de Lyme, parce qu'en fait, tu peux très bien être positif aux IgG et être négatif aux IgM et avoir Lyme chronique. Lyme peut toujours être en toi, après t'as des faux négatifs, des faux positifs, etc. Mais du coup, le médecin qui m'avait fait la prise de sang me disait que j'ai la maladie de Lyme, que c'est Lyme chronique. Et ensuite, elle m'avait orienté chez un autre spécialiste et lui me disait que peut-être que Lyme, c'est juste positif suite à la bartonellose. Car pour rappel, moi, à la bartonellose, je suis positif et aux IgG et aux IgM. Ça montre que l'infection, elle est extrêmement active en moi, c'est quelque chose qui est toujours là, mon corps est toujours en train de se battre contre ça. Et vu que ça fait des années que je suis malade chronique, bah potentiellement ça fait des années que j'ai la bartonellose qui est clairement de façon chronique dans mon corps. Et ça, on peut pas le négliger quand même. Et évidemment, l'autre docteur, il me disait que mon problème, c'est la bartonellose chronique, et après Lyme, c'est peut-être une co-infection de la bartonella. Et vous voyez, ça encore, c'est des trucs moins courants, parce que c'est surtout d'habitude Lyme chronique, puis t'as la co-infection qui est bartonella. Le médecin partait du principe que moi, ce serait l'inverse. J'ai une bartonellose chronique qui a montré plein d'autres infections, dont Lyme, et donc mon problème principal, c'est la bartonellose. Et aux États-Unis, pareil, ils m'ont dit que bartonella était extrêmement importante en moi, mais que j'avais quand même Lyme chronique. Et en fait, ça marche ensemble. Puis t'as plein d'autres co-infections. Du coup, je vais faire cette prise de sang et je vous tiens informé. Alors, je précise que c'est dans mes projets de retourner aux États-Unis. Eux, ils partaient du principe que j'allais être complètement guérie si je venais régulièrement, car forcément, moi, je suis restée qu'une semaine. C'est pas en une semaine de soins que tu guéris des années de maladies chroniques. Donc, ils m'ont dit de venir régulièrement pour faire un suivi. Je compte retourner aux États-Unis, ça c'est sûr et certain. Mais malheureusement, ça a un coût, évidemment. Il n'y a pas de mutuelle pour ce genre de soins. Et j'ai une cagnotte qui est actuellement ouverte depuis un petit moment là, pour pouvoir recontinuer le suivi. Alors moi, c'est sûr à 100%, j'y retourne, mais
de façon régulière, bah encore une fois ça dépend que de la cagnotte. C'est vrai, dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais clairement dit que j'allais pas y retourner, que j'allais pas refaire de cagnotte parce que c'était beaucoup trop élevé comme coût et que c'était juste des sommes inimaginables de tout le temps devoir retourner aux États-Unis, de tout le temps devoir demander de l'argent, etc. Donc pour moi c'est une idée qui me plaisait pas. Puis après bah je me suis dit je pouvais pas avoir commencé tout ça pour au final laisser tomber alors que j'étais sur une si bonne voie. Donc c'est pour ça que là j'ai ouvert la cagnotte. Bon, il y en a beaucoup qui sont pas au courant parce que forcément j'ai pas fait ma petite pub pour vous dire ouais j'ai ouvert ma cagnotte machin. Je la mets à chaque description de vidéo. Mais si jamais vous voulez m'aider à continuer les soins aux États-Unis, ma cagnotte est dans la description. Donc vraiment mon suivi aux États-Unis ne dépend que de cette cagnotte. Je remercie énormément ceux qui m'ont permis d'y aller déjà une première fois parce que je pensais même pas que c'était faisable de base. Bon, du coup, je viens de rentrer chez moi, j'ai donc fait la prise de sang. Il fait un de ces froids, faut savoir que dehors il y a de la neige, mais il y avait pas grand chose à vous montrer car la neige a pas tenu, t'as juste des petits morceaux de blanc par-ci par-là. En ville, forcément, ça tient pas. Donc, j'ai fait la prise de sang. Comme c'est une prise de sang pas commune qu'on fait et qui sont pas connues aussi ce qu'on analyse, bah, comme d'habitude, genre, chaque soignante qui était là pour s'occuper de ça, mon dossier, t'es en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça partonner là? C'est quoi ça? Et vous savez, à un moment, il y avait une des analyses qu'on m'avait déjà faites, et là, elle me dit, ouais, c'est un truc respiratoire, vous allez devoir payer 70 €. Je fais mais j'ai déjà fait cette analyse, j'ai pas payé. C'était trompé. En fait cette analyse elle existe sous forme respiratoire et sanguine. Et elle allait me faire l'autre forme. Comme quoi j'ai bien fait de faire attention à tout ce qu'elle me faisait. Bon du coup forcément je vais pas pouvoir vous donner les résultats dans cette vidéo. Car si vous vous souvenez la dernière fois quand j'ai fait ce genre de prise de sang, ça a pris plus d'1 mois avant qu'enfin j'ai les résultats définitifs. Ça va dans des autres laboratoires, c'est assez spécifique. Donc forcément c'est des résultats qui prennent du temps. De toute façon je vous tiens informé de tout. Et ensuite bah, j'ai récupéré en pharmacie le fameux traitement qui est censé maintenir éveillé. Alors, faut savoir qu'il en existe énormément de modèles et moi, il m'a donné celui qui est censé avoir le moins d'effets secondaires possible. Donc, c'est ça. Je dois en prendre 2 par jour parce que sa durée de vie est de 4 heures, donc un le matin et un le midi. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Médecins exerçant dans les centres du sommeil, machin. Bon, là, je vais vraiment vous faire un unboxing d'un médicament. On va voir comment ça se présente. Regardez-moi ça, j'ai jamais vu des comprimés aussi petits. Je viens de me rappeler que le docteur m'avait dit qu'il avait aussi prescrit ça pour comme ça ce soit facile à digérer et à avaler. Alors, effets indésirables fréquents, difficulté à dormir, anxiété, irritabilité, sensation de dépression, troubles du sommeil, maux de tête, sensation de tournis, vertige, perte d'équilibre, tremblements, nausées, vomissements, indigestion, fatigue. Pour l'instant, je viens de prendre le comprimé, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, j'ai pas dormi de l'après-midi, donc j'ai pas fait de sieste et je me sens pas fatiguée. D'habitude quand j'ai pas fait de sieste, je commence à avoir des migraines, enfin je sens qu'il manque un truc quoi, cette journée c'est une sieste sinon je me sens pas bien. Bah là c'est pas le cas. Alors est-ce que c'est vraiment le traitement qui agit super bien? Parce que si c'est ça alors waouh, c'est un miracle quoi. Ou est-ce que je suis dans une de mes journées où je suis pas fatiguée? Je passe jamais une semaine sans être extrêmement fatiguée, faire des siestes etc. Mais il peut y arriver qu'il y ait des jours, et heureusement d'ailleurs, qu'il y ait des jours où je dors pas toute la journée, où je suis pas du tout fatiguée. Après, les jours d'après, je fais que dormir, je dois récupérer, je suis fatiguée, etc. Je fais des siestes. Après, il faut savoir que ce genre de traitement, ça agit tout de suite. Voilà, c'est pas un traitement qui prend énormément de temps. Il m'avait dit, le docteur, au bout de la première prise, normalement, on a tout de suite des effets, donc j'espère vraiment que c'est ça. Ensuite, je voulais vous parler de autre chose. Le docteur qui m'avait diagnostiqué Lyme, et quand j'avais été aux États-Unis, ils m'ont dit que ce genre de poche de nutrition, ça allait pas parce qu'il y a des protéines de lait. Et que dans mes conditions, bah, vous savez, faut bannir le lait de vache. Vous vous souvenez aussi, à un moment, j'avais énormément de mal à les tolérer. Le transit, ça allait pas du tout. On en a essayé plusieurs. Et celle qui me provoquait le moins de symptômes, bah, c'est ça. Mais je vous cache pas que parfois, le transit, il est pas top. Ça provoque quand même des symptômes. Des fois, j'ai mal au ventre à cause de ça. Du coup, le docteur m'a dit que ça aussi, ça pouvait jouer sur la fatigue et qu'il fallait absolument bannir ce genre de poche. Donc ce qui fait que le médecin là qui m'a represcrit la prise de sang, elle m'a fait un courrier et là que j'ai transmis à ceux qui s'occupent de ma nutrition par sonde et elle m'a dit que bah, la même chose qu'il y a quelques années quand je lui avais demandé que ça n'existait pas les poches de nutrition sans protéines de lait. Du moins pas sur le territoire français. Elle m'a dit qu'en France c'était pas commercialisé. Allez savoir pourquoi, c'est vraiment bizarre quand même. Alors qu'avec le docteur, on a bien vérifié sur internet, ça existe avec du lait de soja. Je sais pas pourquoi, en France apparemment ça n'existe pas. Donc la prestataire m'a dit qu'elle allait se renseigner là-dessus et elle me dira ce qu'il en est, en tout cas elle me tient informée. Bien sûr, je vous partage toujours le moment de satisfaction quand je retire l'espancement de la prise de sang. Je crois qu'il y a eu environ 8 tubes qui ont été enlevés.
Bon alors j'en suis au jour 2 sous le traitement là contre l'hypersomnie et aujourd'hui ça n'a pas du tout été efficace parce que j'ai dormi comme d'habitude. Le matin ça allait, j'étais pas fatiguée mais ensuite l'après-midi grosse fatigue comme d'habitude et ensuite sieste qui dure toute l'après-midi. Je me suis réveillée pas en forme, j'ai des sensations bizarres, je me sens un peu vertigineuse donc je pense que ça doit être encore un effet secondaire. En fait du coup je sais pas si hier c'était vraiment le médicament qui avait tellement bien agi pour que je sois pas du tout fatiguée ou si c'était vraiment un de ces jours où je suis pas fatiguée, c'est tout. Après évidemment il n'existe pas de médicament miracle, donc faut s'attendre à tout, que ça marche pas, mais là ce qui m'embête un peu c'est de commencer à me sentir bizarre, comme si c'était les effets secondaires, alors que hier j'avais eu aucun effet secondaire, ça allait bien. Je peux pas vraiment me faire une opinion là-dessus, donc je pense que j'aurai vraiment ma réponse si c'est vraiment efficace ou pas sur du long terme. Si ça aggrave mon état, je vais clairement l'arrêter, mais je vais encore tester quelques jours et voir ce que ça donne, on sait jamais. Je vais vous raconter un petit truc. Alors vous savez, j'ai commencé à avoir les vomissements dus à ma gastroparésie en janvier 2014 précisément. À cette époque j'avais 14 ans et j'ai passé toute l'année 2014 à avoir des vomissements chroniques, mais j'arrivais parfaitement à vivre avec. Donc c'est-à-dire que j'allais à l'école, je faisais des activités extrascolaires, j'étais en forme, je faisais même pas de sieste, je souffrais pas du tout de fatigue chronique, ni d'hypersomnie, ni rien du tout, mon sommeil était normal. Bon, il y avait les vomissements tous les jours, mais ça m'empêchait pas de vivre une vie de collégienne à cette époque. Pour rappel, cette année-là, je suis allée des tonnes de fois à l'hôpital, chez des médecins, et c'était toujours le même scénario. On sait pas pourquoi tu as des vomissements, donc j'arrivais à vivre avec ces vomissements dus à ma gastroparésie qui n'étaient pas encore diagnostiqués, et je pense que même s'il y avait des vomissements, il y avait quand même une partie que mon corps digérait très bien, sinon j'aurais pas pu survivre toute l'année 2014. L'année 2015, ça commençait à être de pire en pire, c'est là où j'ai fini par être extrêmement amaigrie. Cet état a aussi beaucoup joué sur ma santé mentale, donc je sombrais en dépression, etc. Une énième fois à aller aux urgences pour dire que j'avais des vomissements chroniques, donc on comprenait pas la cause, j'ai fini par être hospitalisée pour la première fois de ma vie. J'ai été hospitalisée en novembre 2015, j'avais 16 ans à cette époque, j'ai été envoyée en psychiatrie. Vous allez me dire mais pourquoi elle raconte tout ça, etc. Tout simplement pour vous dire qu'à partir de cette hospitalisation en psychiatrie, c'est littéralement là que tout a basculé au niveau de mon rythme du sommeil, parce qu'il faut savoir que avant cette hospitalisation, je n'avais pas de médicaments à prendre tous les jours. Bon, forcément au moment où j'avais ces vomissements, on m'avait testé des médicaments en mode anti-nauséeux, anti-vomitif, mais ça marchait pas du tout, donc on les continuait pas sur du très très long terme. À partir de cette hospitalisation, on m'a littéralement essayé des médicaments que j'avais jamais eu dans ma vie. On me testait des traitements comme si j'étais un cobaye. Donc au début, ils m'ont essayé des anxiolytiques, et c'est littéralement à partir de là que j'ai commencé à dormir excessivement. Donc je me souviens encore, c'était vraiment un cauchemar à vivre parce que les anxiolytiques étaient tellement forts que je dormais littéralement H24. Donc dès le matin qu'on me donnait les traitements, je passais toute la journée à l'hôpital à dormir. Donc mon hospitalisation, je me souviens que c'était moi qui dormais jour et nuit, littéralement. Forcément les anxiolytiques ça te shoot bien. Leur but c'est de te faire dormir en soit, mais là dormir à ce point c'était quand même abusé. Il y en a qui m'avaient bloqué la mâchoire, donc je me retrouvais par moments à parler en bavant. Vraiment je pouvais même pas articuler. Bref c'était horrible, j'étais dans un état juste catastrophique. Ma mère était en pleurs en me voyant dans cet état. Bref, ensuite quand ils ont vu que les anxiolytiques n'agissaient absolument pas sur mes vomissements, on m'avait associé à ça des antidépresseurs, puis vu que ça faisait rien du tout, on m'a mis des neuroleptiques. Donc imaginez-vous, combo neuroleptiques, antidépresseurs, anxiolytiques, alors qu'avant ça tu n'as jamais eu des traitements psy, et puis là boum on te fiche des traitements à très haute dose. Et c'est vraiment depuis qu'on m'a essayé ces tonnes de traitements que je dors excessivement. Depuis, cette hypersomnie n'est plus partie. Après cette hospitalisation, quand je suis revenue à la vie normale si on puisse dire, je passais mon temps à dormir, je pouvais plus continuer à aller à l'école. Ensuite la deuxième hospitalisation en 2016, et là pareil, c'est là où on m'a diagnostiqué de l'hypersomnie d'ailleurs. Je dormais excessivement, puis ça s'est plus arrêté, et ensuite en 2017 j'ai eu un petit moment d'insomnie, puis après ça a continué, ça a switché hypersomnie, insomnie, mais majoritairement c'est l'hypersomnie qui a toujours été là. L'hypersomnie a quand même pris une grande place dans ma vie, et je pense que les médicaments qu'on m'a mis n'y sont pas pour rien. Peut-être que c'est pas que les médicaments tout seuls qui ont fait que je suis extrêmement fatiguée, c'est peut-être la combinaison que j'ai déjà une maladie chronique associée à des médicaments, ça a peut-être tout chamboulé dans ma tête, et ça plus ça, ça fait qu'aujourd'hui j'en suis à avoir une fatigue chronique dont j'ai peur de ne pas me débarrasser un jour en fait. Faut savoir qu'aussi que quand même les médicaments psy, ça joue sur ton cerveau. Je n'aime pas trop ce principe-là de modifier le fonctionnement de ton cerveau. C'est pas naturel, c'est un truc chimique. Moi j'ai pas confiance en ces choses-là. Et d'ailleurs je pense que ce genre de médicaments, c'est ça qui plus tard peut accentuer le risque de développer un Alzheimer, des troubles cérébraux et ce genre de choses. Vous voyez, ce médicament-là du sommeil qu'on m'a mis, j'aime pas trop ça non plus parce que il agit dans les neurones, un truc comme ça, pour bloquer un certain récepteur du sommeil. Et le cerveau, encore une fois, il n'est pas fait pour recevoir des trucs chimiques et tout, même si vous allez me dire ouais mais il y a des médicaments machin, c'est justement des substances qui existent déjà dans ton cerveau, comme les antidépresseurs, c'est
des molécules qui existent déjà dans ton cerveau et qu'on va juste rajouter en plus pour réguler l'humeur, etc., etc. Je le sais bien, mais ça reste quand même des choses chimiques. J'ai eu beau essayer des tonnes de traitements dans ma vie, au bout d'un moment, stop, en fait. J'ai peur, en fait, à long terme, ce que ça peut donner. Surtout quand tu vois que ton corps réagit très vite aux médicaments, parce que moi, souvent, j'ai des effets secondaires, je supporte pas, etc. Donc déjà, avoir une maladie chronique, plus ajouter des médicaments qui chamboulent un peu tout dans ton cerveau, je suis pas fan de cette idée. En fait, ça me fait peur comme situation. Je dis ça en gros, quoi, sans entrer dans les détails, mais j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. En fait, les médicaments, ils t'aident dans un côté et ils t'abîment dans un autre côté. Après, je dis pas que c'est pareil avec tous les médicaments. Bon, alors là, je viens de rentrer chez moi, j'étais partie faire une séance d'oxygénothérapie. Ça se fait de moins en moins et je sais pas si ça va durer sur le long terme. Du coup, jour 3 sous ce traitement, j'ai l'impression que tous les jours, j'ai de nouveaux effets secondaires. Car toute la journée, j'ai toujours cette sensation de vertige un peu bizarre que je saurais même pas expliquer. En tout cas, c'est pas les trucs habituels, quoi. Et des nausées, là, depuis toute la journée, alors que j'ai rien mangé. Pour l'instant, ça reste supportable. Pour l'instant, ça va. Et je continue à le prendre. Et d'ailleurs, pour en revenir à la narine, j'ai plus les douleurs tellement extrêmes qui se propagent sur le visage, qui me font des mal de crâne horribles. Donc, sur ce point-là, ça va. La seule chose que là, ça me fait, c'est des douleurs au fond du sinus. Mais là, par exemple, j'ai pas mal. Mais c'est surtout quand je dors, et c'est ça qui me réveille le matin, c'est que j'ai mal, j'ai un inconfort dans le sinus et du coup ça me réveille chaque matin ces temps-ci. Je pense que ça doit être la position allongée ou peut-être semi-assise. Bref, ça dépend en fait, je pense que la douleur varie de comment est mis le pansement, de la position que j'ai. Mais en tout cas, j'ai jamais eu une sonde qui m'a fait mal pendant autant de temps. Mais bon, hormis cette gêne qui vient de temps en temps, ça va. J'ai plus du tout mal à cause de la sonde comme ça m'a fait mal au début. Vous vous souvenez, c'était horrible. J'avais des écoulements, des saignements, des douleurs tellement extrêmes que ça partait dans mes oreilles, etc. Là, c'est plus le cas, donc ça va. Comme quoi, c'est juste une question de temps. Comme d'habitude, il faut juste attendre voir que le corps s'habitue et que ça aille mieux. Voilà, c'est toujours comme ça. Alors jour 4 sous le traitement contre l'hypersomnie. Hier, même si j'étais super fatiguée et que ça allait pas trop, j'ai quand même pas fait de sieste, même si j'ai failli par moment, donc j'ai vraiment dormi que la nuit. Aujourd'hui, je me réveille déjà sans avoir les symptômes et les mêmes sensations qu'hier, qu'ils étaient un peu bizarres. Là, je me sens fatiguée. J'ai la même sensation que quand j'ai envie de faire des siestes, et pourtant j'étais sur le point d'aller faire une sieste parce que je me sentais partir avec la fatigue. Au final, je ne ressens pas l'envie de dormir. Pourtant, j'ai bien cet effet de fatigue et comme si j'allais faire une sieste, mais je n'ai pas envie de faire de sieste. Et je me sens pas assez en forme pour faire des choses. Donc j'ai juste envie de rester allongée, en position repos au maximum, même si je dors pas. Donc c'est pas avantageux pour moi aussi. Autant dormir si c'est pour ne rien faire et rester qu'allongée. Je vais vous parler d'un truc un peu hors sujet, mais ce matin, du coup, je suis sortie pour aller à la sécurité sociale et il y a un truc qui m'énerve tellement. Tous les mois, je devais payer une part financière pour les soins. Moi, je suis à 100%, mais il y a des choses qui sont pas prises en charge à 100%. Donc, du coup, j'avais une part à payer pour les autres soins, en mode le kératocone, machin. De base, quand j'ai signé le contrat, etc., on me dit que le montant à payer est d'une certaine somme. Moi, j'accepte, etc., même si ça fait un petit peu cher. Et au final, depuis le début du contrat, cette somme n'a jamais été respectée car on me retire littéralement le double. Et normalement, ça devait durer 1 an avant d'être renouvelé. Et au final, on me dit que ça va durer que 6 mois. On me retire presque 200 € par mois, alors que c'était pas du tout ce qui était convenu. Donc c'est une somme énorme pour des soins qui, au final, la majorité que je bénéficie, ça compte avec mon 100%. Je paye une somme qui ne me sert à rien tous les mois en fait. Ça fait au moins une dizaine de fois que je vais à la sécurité sociale. Eux-mêmes, ils m'ont dit que c'était pas normal. Donc au début, j'y vais, on me dit on va vous rappeler. Ensuite, on me rappelle, ils règlent pas le problème. Je repars là-bas, on me dit qu'on va me rappeler, ils règlent pas le problème. Je repars là-bas. Il y en a une, elle prend vraiment le dossier, elle voit que c'est pas normal. Du coup, elle leur écrit un courrier hyper détaillé en urgence. En plus, elle leur explique bien que déjà, le montant n'a pas été respecté. Ça n'a jamais été dans le contrat. La période n'est pas du tout respectée. Bref, qu'en gros, ils ont fait n'importe quoi et que c'est pas du tout normal. Leur réponse, ça a été quoi ? Bah écoutez, si vous n'avez pas les moyens de payer, allez voir une assistante sociale. C'est pas ça le problème principal, c'est que vous n'avez pas respecté vos engagements. Tout ça juste pour dire que quand c'est vous qui devez de l'argent à l'État, ils vous lâchent pas. Et ils vous lâchent pas, ils sont joignables tout de suite, etc. Mais quand c'est eux qui vous doivent l'argent, quand c'est eux qui sont fautifs, bah bizarrement, ils répondent à côté de la plaque. Ça fait une dizaine de fois que je vais à la sécurité sociale, j'ai vu plusieurs agents, ils m'ont tous dit que c'était pas normal, qu'ils comprenaient pas comment ils ont fait ça. Même une des personnes m'a dit qu'en ce moment, ils font n'importe quoi, ils essayent de gratter de l'argent partout où ils peuvent. De base, j'avais les soins gratuits, donc ma situation n'a même pas changé pour qu'ils se permettent de me faire payer. Bon, après, voilà, des fois, ils changent, il y a des parts qui sont payantes. Ok, je paye, mais respectez vos engagements, bref.
Bon bah finalement j'ai dormi littéralement là toute l'après-midi. Au final j'ai l'impression que c'est impossible de faire une semaine sans être fatigué ou au moins sans dormir la journée. Là en fait tous les jours c'est une continuité de aujourd'hui j'ai pas dormi, ah bah non en fait j'ai dormi, ah bah j'ai pas dormi, j'ai dormi. Donc je vais m'en arrêter là avec ça. Donc il vaut mieux que j'attende d'avoir du recul de 15 jours bah, comme ça a été prescrit et de voir au bout de 15 jours, au moment où je vais voir le médecin du sommeil, et bah, là, vraiment vous faire une conclusion de ce qu'il en est, sur ce que ça a donné ce médicament, si ça a vraiment été efficace ou pas, parce que pour rappel, je continue à remplir l'agenda du sommeil et on va se baser sur ça. Et là, je pourrais avoir un aperçu global de si j'ai beaucoup dormi au final ou pas durant la journée. Bon, et bien du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je vous tiens informé dans la prochaine de ce qu'il en est par rapport aux médicaments contre l'hypersomnie. Du coup, bah, je vous emmènerai avec moi aussi au rendez-vous avec le médecin du sommeil. J'aurai rendez-vous évidemment en allergologie pour voir ce qu'il en est avec mon intolérance des antibiotiques. Et je vous ferai part des résultats de la prise de sang. J'aurai rendez-vous également par rapport au kératocone et voir si c'est toujours stable ou non. J'aurai rendez-vous avec le gastro-entérologue et en fonction des antibiotiques, on verra si on met en place la géjunostomie. Bref, il y a beaucoup de rendez-vous qui sont à venir. Comme d'habitude, je vous tiens informé de tout ça dans les prochaines vidéos et sur ce, je vous dis à la prochaine.